Bonsoir à toutes et tous. Heureuse de vous accueillir pour notre 7e conférence de ce mois des droits des femmes co-organisée avec la Mutualité française, la mairie de Dijon, MGN Mutel entre autres et puis diverses associations. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir madame Nadia Jbaï, directrice du CHU, madame Annie Camiard, qui est administratrice à la Bourgogne-Sam et qui remplace donc Lucie Gras qui ne peut pas être là ce soir. Kildine Bataille, maire adjointe égalité hommes-femmes, et Dunila Montero, conseillère municipale, qui travaille également avec Kildine Bataille sur tout ce qui est égalité hommes-femmes. Sans plus attendre, donc, je vais laisser la parole à madame Kildine Bataille pour l'introduction, et ensuite nous pourrons commencer les débats. Merci à toutes et tous. Merci, chère Marie. Donc, Madame la directrice générale du CHU de Dijon-Bourgogne, Madame l'administratrice de la Bourguignonne SAM, service de soins et d'accompagnement mutualiste, Mesdames et Messieurs, car j'espère que nous avons aussi des messieurs connectés ce soir. C'est avec grand plaisir que j'ai l'honneur d'ouvrir en ma qualité d'adjointe au maire de Dijon, déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les violences faites aux femmes, cette nouvelle conférence dans le cadre de notre mois de l'égalité et des droits des femmes Dijon c'est Capitelle. Cette conférence, comme toutes celles qui ont déjà eu lieu et comme celles qui vont suivre d'ici au 31 mars, a été co-construite avec la Mutualité française, la MGEN et les associations Elle à Dijon et les entrepreneureuses. Je tiens à remercier ici tout particulièrement Marie Pugliese de la MGEN que vous venez d'entendre et ma collègue élue Lunila Montero, conseillère municipale, ainsi que Sabrina Joly de la Mutualité française pour leur aide précieuse quant à l'organisation et la préparation de cette 7e conférence. Alors, le thème de ce soir est consacré aux femmes soignantes en première ligne pendant la crise sanitaire. La crise sanitaire, sociale et économique que nous vivons toutes et tous depuis plus d'1 an maintenant a effectivement mis en lumière le travail et la mobilisation immense et le rôle clé des femmes soignantes, des hommes aussi évidemment, mais particulièrement des femmes soignantes, qu'il s'agisse d'infirmières, d'aides-soignantes ou encore d'auxiliaires de vie et tant d'autres métiers. Cette crise, elle a mis en lumière leur rôle essentiel pour notre survie dans ce combat contre la Covid-19. Et je tiens ici à les en remercier du fond du cœur. Sans elles, puisque les femmes représentent, je dis elles, parce qu'elles représentent 70% du personnel soignant, sans ces cohortes de femmes qui n'ont eu de cesse de continuer à travailler en première ligne face à ce virus et qui continuent encore aujourd'hui, même souvent à bout de force, à travailler dans nos hôpitaux, dans nos cliniques ou encore dans nos EHPAD. Sans elles, le combat contre la Covid-19 était et est perdu d'avance. Alors, ces femmes soignantes, comme d'autres femmes, telles les caissières, les assistantes maternelles ou encore les aides à domicile ou les femmes de ménage, ont été et sont très exposées au virus, comme on dit en première ligne, et cette crise fonctionne dans ce contexte comme un miroir grossissant des problématiques d'égalité ou plutôt d'inégalité entre les femmes et les hommes et donc de reproduction d'un certain nombre de normes genrées, à la fois au travail, évidemment, mais aussi dans la sphère privée et domestique. Alors, les représentations genrées des métiers dits du soin ou du care et cette aptitude aux soins considérée, à mon sens, à tort par la société comme quasi innée chez les femmes ont été exacerbées par cette crise. La conférence de ce soir doit nous permettre, en tout cas, je le souhaite, de faire bouger les lignes sur ces questions fondamentales de société qui nous rappellent, une fois de plus, très crûment, à la fois le besoin impératif de revalorisation de ces métiers du soin, qu'il s'agisse de revalorisation salariale ou bien d'augmentation des effectifs dans les établissements de santé, au-delà des primes versées ou non, mais aussi le fait qu'au-delà de la charge de travail continue et assez peu valorisée finalement des soignantes, la charge émotionnelle liée à ce virus est également et de plus en plus forte pour nos soignantes et vient se surajouter aux charges domestiques, éducatives, ainsi qu'à cette fameuse charge mentale pour les soignantes qui sont parfois, souvent même aussi des mères de famille. Alors avant de céder la parole à 2 femmes remarquablement engagées, je tenais simplement à vous souhaiter une belle conférence et une bonne soirée. Et je vous dis merci et à très bientôt.
Merci Kildine. Donc, on va commencer peut-être par présenter ces deux femmes remarquables. L'une, Nadia Ejbaï, directrice du CHU, qui est plus dans, on va dire, dans l'opérationnel, dans un établissement public, qui accueille pas loin de 7000 salariés, me semble-t-il, si je ne me trompe pas. Donc, vous êtes arrivée en plein milieu de la mise en œuvre d'un ambitieux projet d'établissement, hein, qui va de 2018 à 2022. Et vous arrivez aussi dans une période depuis l'année dernière douloureusement touchée par la Covid-19. Et donc, on ne cesse de mettre à l'honneur vos compétences et votre savoir-faire. Vous avez su réorganiser l'ensemble des services dans des conditions optimales durant cette période qui perdure malheureusement. Et puis de l'autre côté, Annick Amiard, militante de longue date, administratrice à la Bourguignonne-SAM, qui remplace ce soir Lucie Gras, nouvelle présidente de cette organisation. Et donc, une femme à la tête de la Bourguignonne-SAM, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu, qui remplace Michel Martin. Et du coup, Annick a intégré également le bureau tout dernièrement, en janvier, en même temps que Lucie Gras était arrivée comme présidente. Entre autres, Annick est aussi présidente de la CEPAM et aussi représente la MGFI, qui est une mutuelle, je tiens à le dire, comme la MGN, qui fait partie du groupe VIV, donc ce qui nous rapproche énormément. Après, ce qui est intéressant, c'est surtout de vous entendre. Donc, Madame Nadia Ejbaï, est-ce que vous voulez déjà peut-être vous présenter, nous dire voilà, un petit peu votre parcours, comment vous êtes arrivée directrice de CHU, vos valeurs, vos convictions, vos difficultés. Voilà, on vous écoute. Merci. Bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour vos propos introductifs et merci de donner cette parole et puis je l'espère de donner aussi envie à d'autres femmes de candidater sur des postes à haute responsabilité parce que c'est possible. En tout cas, j'essaie de l'incarner chaque fois tous les jours et puis de donner envie aussi. Donc merci à vous. Alors peut-être un petit propos pour dire, en fait, je suis pas soignante. Moi, je suis directrice d'hôpital. Donc, je suis dans un métier administratif et l'hôpital, en fait, c'est un monde complexe, large, on dit souvent que tous les métiers sont représentés à l'hôpital. Et c'est vrai et c'est vrai. Et c'est vrai que c'est aussi un milieu très féminin. Donc c'est vraiment toutes les femmes hospitalières que je souhaite représenter ce soir dans toute catégorie professionnelle. Et voilà, donc simplement ce petit propos pour saluer toutes mes collègues. Alors pour ma part, moi, ça fait maintenant 26 ans que j'exerce le métier de directeur d'hôpital. J'ai commencé ma carrière aux Hospices civils de Lyon en tant que directrice adjointe d'un hôpital pédiatrique, de l'hôpital pédiatrique, l'hôpital de Brousse, en charge à la fois des ressources humaines et puis très rapidement, j'ai été mobilisée sur une opération de préparation de l'hôpital d'enfants, en fait, des Hospices civils de Lyon. Et donc j'ai consacré les 12 premières années de ma vie professionnelle aux Hospices civils de Lyon. J'ai eu la chance en fait d'avoir un directeur général qui, alors que j'avais à peine 30 ans, 29 ans, a souhaité en fait que je prenne en charge le projet de mise en place des 35 heures pour les Hospices civils de Lyon. Donc un sujet un peu compliqué, vous imaginez bien. Les Hospices civils de Lyon, c'est 18 000 personnes et la mise en place de la réduction du temps de travail, c'était quand même un énorme projet. Pour la petite histoire, j'avais une petite fille de 2 ans et je venais tout juste d'être maman d'une petite fille, d'une deuxième petite fille, puisque les 35 heures c'était en 2002 et Clémence est née en 2001. Voilà, donc un challenge. Quand on parle conciliation vie perso, vie pro, je crois que je vois bien à quoi ça correspond. Mais au fond, ce directeur général qui vraiment souhaitait que je prenne en charge cette responsabilité m'a
m'a mis le pied à l'étrier très clairement puisque je me suis régalée en fait dans les fonctions de. C'est un défi, c'était pas simple, mais finalement, je me suis rendu compte que c'était aussi très enthousiasmant et puis que les compétences de management, de gestion de projets complexes, mais aussi de mise en lien finalement, parce que c'est ça qui m'intéresse, de mise en lien de différents points de vue et puis essayer de trouver un consensus qui fait que on arrive à concilier autant que faire se peut, hein, c'est pas parfait toujours, mais en tout cas, voilà, essayer de trouver, de mettre en accord finalement différents points de vue et ceci pour servir nos établissements, notre établissement. Et donc, ça a été un déclic et en fait, après cette chefferie de projet, plus quelques autres qui ont été pas si simples que ça. La question s'est posée pour moi de la suite de ma vie professionnelle. Et donc là, un deuxième homme, c'est pour ça que c'est important je trouve, hein, ces petits coups du destin, mais en l'occurrence, ces deux hommes m'a dit mais tu devrais candidater sur une chefferie d'établissement. Et franchement, s'il ne l'avait pas fait, je ne suis pas sûre que j'aurais candidaté. Mais il a bien eu raison parce que j'ai pris donc la direction d'un petit établissement, l'hôpital de Trévoux, le centre hospitalier Trévoux dans l'Ain. Un grand bonheur professionnel, vraiment un immense bonheur professionnel d'un projet d'excellence gériatrique, d'excellence en cancérologie, en soins palliatifs, beaucoup de valeurs et je reviendrai sur les valeurs qui m'animent et puis un projet de management qui m'intéressait beaucoup et donc je suis restée à Trévoux 6 ans et puis dans le cadre de ces fonctions, bien le directeur général de l'agence régionale d'hospitalisation puis de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes m'a confié plusieurs intérims de direction et ensuite j'ai été amenée à diriger donc le centre hospitalier de Montélimar en Drôme, établissement un peu plus gros, là aussi un travail de territoire sur le sud de Drôme-Ardèche, de parties de territoire quand même assez complexes parce que très désertifiées sur le plan médical et donc des vrais sujets d'accès aux soins. Et donc un joli projet de territoire de reconstruction d'hôpital. Et après ces 6 ans passés à Montélimar, le directeur général des Hospices civils de Lyon m'a proposé de le rejoindre comme directrice générale adjointe donc en charge de la stratégie et du projet médical des Hospices civils de Lyon. Donc retour aux hospices en 2017. Un joli projet d'établissement et là le ministère ensuite en 2019 m'a parlé du poste de Dijon avec un joli challenge. Je suis une femme pour succéder à une femme et je suis venue rencontrer François Rebsamen, je suis venue rencontrer la communauté médicale et ils m'ont fait confiance pour donc en 2019, il y a tout juste pratiquement 2 ans pour rejoindre le CHU de Dijon. Et vraiment, je suis vraiment très fière hein, de diriger ce magnifique établissement aujourd'hui, très fière aussi parce que les 3 élus qui sont là, eh bien, c'est aussi l'ouverture d'une municipalité sans flatterie aucune, mais vraiment c'est un bonheur de pouvoir travailler en accord avec des valeurs profondes, hein, vous l'avez compris, qui m'animent, de service public, d'engagement pour un territoire, d'engagement pour un hôpital public, d'ouverture, de responsabilité territoriale et puis tout simplement, je pense, de valeurs humaines, en tout cas que j'espère. J'ai vraiment à cœur de faire vivre dans mon métier et voilà. Valeur que Annie Camillard, vous adoptez aussi, hein. Vous êtes une grande militante. Alors, à votre tour, présentez-vous, qu'on sache un peu qui vous êtes, un peu plus. Oui, alors, donc, bonsoir à toutes et à tous. Pour ma part, je ne vais pas vous raconter ma carrière professionnelle. Je vais simplement vous dire que, eh bien, déjà, j'ai fait mon rôle de mère de famille, maintenant grand-mère, donc mon rôle de femme au foyer, tout en étant effectivement en activité, puisque je travaillais je travaille toujours d'ailleurs à la direction régionale des finances publiques, donc toujours service public. Hein. Il y a un petit quelque chose dès le départ qui
qui est important, hein, au service des autres, c'est important. Et depuis 2000 à peu près, à la suite d'une brève expérience de conseillère municipale dans une petite commune de l'agglomération dijonnaise, eh bien, j'ai appris à me tourner vers les autres, à donner de mon temps. Et puis, j'avais un penchant quand même, certainement, jusque-là, qui n'était pas vraiment né, en tout cas, qui n'était pas vraiment reconnu, mais qui était dédié déjà à mes proches et ensuite à mes concitoyens. Donc, j'ai découvert combien le fait de se consacrer aux autres pouvait apporter comme joie, tout simplement, et surtout comment de petites actions pouvaient donner un sens à la communauté. Donc en 2005, je suis élue au comité départemental de ma mutuelle, dont tu as parlé tout à l'heure, Marie, et mes premiers pas dans le mouvement mutualiste, et ces premiers pas-là, je les ai consacrés principalement à l'action sociale et à la prévention. La prévention, d'ailleurs, qui va me permettre de rencontrer des personnes passionnantes, des personnes passionnées, des associations qui, par leur mission, répondent aux besoins de la population dans un cadre de proximité indispensable, à mon avis, pour entendre et écouter les personnes qui sont en quête d'accompagnement et souvent qui sont fragilisées par des aléas de la vie. On en rencontre de plus en plus, malheureusement. En 2008, donc, j'intègre la commission de contrôle de la mutualité française Côte d'Orion, à cette époque. Et puis, cette mission m'a permis de découvrir toutes les activités que gère la mutualité. Et c'est alors, en fait, un véritable coup de foudre. On va dire un deuxième, après celui de mon mari. Hein, donc, tout va bien. Et j'ai entré ensuite au conseil d'administration de la mutualité française, maintenant bourguignonne, service de soins et d'accompagnement mutualiste, où je suis encore aujourd'hui, bien évidemment. Donc, en 2014, après un mandat de conseillère suppléante, puis de titulaire à la Caisse primaire d'assurance maladie, eh bien, je suis élue déjà deuxième vice-présidente et ensuite, en 2018, présidente du conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie, mais surtout la première femme en Côte d'Or. C'est important aussi à noter ça. Première femme présidente du conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or. Donc, l'assurance maladie, c'est un très vaste et un très intéressant domaine qui m'a donné l'occasion justement d'élargir un peu plus mes connaissances et de répondre à un panel beaucoup plus large de la population. Cette fonction, en fait, elle me donne l'opportunité de découvrir des activités différentes de l'assurance maladie qu'on n'imagine pas d'ailleurs, en fait. Pour le français lambda, assurance maladie, c'est le remboursement, mais non, il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses qui sont liées à l'accompagnement, beaucoup de choses qui sont liées à l'accompagnement. Et c'est très intéressant. Ça m'a permis donc de m'ouvrir à un public plus large. Et je ne dirais pas d'adhérents, comme on a l'habitude de le dire en mutuelle, mais un public plus large d'assurés. Et c'est vraiment quelque chose qui est très épanouissant. Et j'ai eu la chance, alors, j'avais des hommes aussi, au niveau professionnel, qui m'ont soutenu, effectivement, et j'en ai encore, une direction qui me soutient et qui me rend disponible, et c'est important, parce que j'ai eu la chance de ne pas rencontrer de difficultés particulières durant ce parcours d'élu, et je suis quand même un brin tenace, donc je pense que là, ça m'a certainement un petit peu aidé aussi. Donc, je dirais que ma plus belle réussite, c'est d'être justement la première femme au poste de présidente de la conseil de la Caisse, du conseil de la Caisse primaire. Et puis, je dirais qu'un petit regret quand même, c'est d'avoir l'impression de vivre à une époque et dans un pays où la réflexion prime sur l'action. Et je préfère être sur le terrain et être en action. Donc voilà, un petit peu, voilà, mon portrait, très humblement et très synthétiquement. Voilà. Merci beaucoup. C'est très, très intéressant de vous entendre parler de vous-même un peu. Ça change. Je vais enchaîner avec une deuxième question, peut-être un peu plus, on va dire, sur le
moment, on va dire. Comment vivez-vous cette période de crise sanitaire actuelle, d'un côté personnel, mais aussi d'un côté professionnel? Vous êtes quand même dans le secteur de la santé. Et il y a d'ailleurs une question qui nous a été posée dans le chat assez en lien, certainement plus pour Madame Baye, Laurence Morandini nous demande quels sont les points qui ont été améliorés dans les hôpitaux et structures depuis la Covid, donc salaire, organisation, embauche, équipement. Donc, je vous laisse commencer peut-être, Madame Baye. Volontiers. Alors peut-être, bon, c'est une période difficile, hein, vraiment difficile. Ça fait un peu plus d'1 an, à vrai dire. Enfin, les premiers temps, les premiers mois jusqu'au mois de juin, c'est du 7 jours sur 7. Voilà, c'est un engagement de tous les instants. On a pris quelques vacances en août. À nouveau, la deuxième vague vraiment très très dense en Bourgogne-Franche-Comté. On est en plus dans un CHU et dans une région qui est particulièrement impactée. Et je salue aussi. Enfin, vous savez qu'on a beaucoup travaillé CHU, mais aussi on a eu de la chance de travailler à Dijon avec la mutualité. Et c'est vraiment un partenariat qui nous va bien. On est vraiment content de. J'y reviendrai sur les opportunités. Vraiment, c'est un point hyper positif. Donc, bon, une très, très forte sollicitation. Ça s'est un peu calmé il y a 15 jours, 3 semaines. Là, malheureusement, les signaux recommencent à monter un peu sur l'hôpital. Et donc, je pense pour tous les professionnels, de l'hôpital, on va chercher dans les réserves pour arriver à faire face à quelque chose qui est du défi à relever tous les jours. Alors, on a fait mieux en organisation sur la deuxième vague que sur la première, objectivement. Et on verra sur la troisième vague ce que ça va donner. Mais là, il a fallu en plus répondre aux défis de la vaccination. Donc, on en rajoute encore. Donc, on a des équipes qui sont fatiguées, vraiment fatiguées. Qui, je crois, sont dans le dépassement en fait de soi, et en même temps il y a une énergie collective qui est incroyable. Et donc si je viens sur les éléments d'organisation, moi j'anime donc une cellule de crise. Alors avec, on est assez nombreux finalement qui réunit des représentants des médecins, des urgences, évidemment des différentes directions, de la direction des soins et on s'est réunis tous les jours donc sur la première vague. Et très franchement, je pensais qu'il y aurait un peu au bout de quelques temps, un peu de désertification autour de la table. Et en fait non. Et peut-être un levier, moi, que je trouve de la crise, c'est une agilité, une communication extrêmement fluide entre les différentes composantes de l'hôpital. On voit pas tout, on fait pas tout bien. Il faut avoir cette humilité. Vraiment de toujours tout le temps tout questionner parce qu'il faut. Il y a une forme de symbiose entre les différentes équipes de l'établissement pour essayer de trouver les meilleures réponses possibles et de rendre compte finalement de l'ensemble des difficultés. Alors c'est très pluriel, c'est des enjeux logistiques, c'est des enjeux d'organisation, c'est évidemment des enjeux d'accompagnement de nos équipes. Et donc, et puis c'est des enjeux surtout patient, prise en charge patient. Personne autour de la table ne souhaitait qu'un patient à Dijon ne se retrouve en situation de report, d'absence de soins. Et vraiment, on a eu très très peur certains jours quand notre réanimation était complètement pleine. Et en fait, à un lit près, on n'aurait pas su faire sur la première vague. Donc, c'est des moments d'angoisse assez terribles. Et heureusement, encore, on avait fait des transferts extra-régionaux. Donc, c'est vraiment difficile à vivre, difficile à porter aussi. Bon, voilà. Et donc, c'est vraiment ce sens il faut que les patients puissent leur trouver une prise en charge normale, digne de ce nom. Et on sait malheureusement sur la première vague que nous l'avons fait, nous avons réussi à relever le gant, mais nous l'avons fait au détriment de prise en charge de patients chroniques, de patients cancéreux, de dépistage. Et donc, deuxième vague, le défi et les équipes vraiment nous ont
demandé de continuer de travailler à encore pousser les limites du possible pour maintenir du lien de soins avec des patients chroniques, essayer de reprendre une activité hors Covid. Et donc, c'est là où la créativité, je pense, a été vraiment importante. Et donc, dans les éléments de levier, la crise a été l'occasion, de penser des parcours de soins différents, de pousser la coopération territoriale. Je pensais donc évidemment au travail que nous conduisons avec la clinique Bénigne Joly, qui est vraiment, je pense, pour demain. Enfin, en tout cas, on souhaite vraiment en faire un projet d'innovation et on va y arriver parce que nos équipes sont à fond sur le projet et ça c'est magnifique. Et sur le plan territorial également, on a vraiment essayé de décloisonner pour avoir une approche de plus en proximité possible. Mais pour vous donner des exemples, quand à Dijon on a une plateforme de dépistage, une des plateformes nationales, et je me souviens vraiment du moment où en cellule de crise, j'ai posé la question parce que j'étais sollicitée par le ministère pour savoir si on répondait présent. On était franchement crevés, on avait vraiment beaucoup de patients et donc là, il fallait ajouter un défi plus, est-ce qu'on allait accueillir une plateforme nationale, sachant que le devoir de réserve s'appliquant, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais à chaque fois qu'on répond oui, on sait qu'on doit quand même essuyer quelques plâtres et ça ne l'a pas manqué. Et en fait, l'équipe a dit oui, il faut faire parce que c'est bien pour notre CHU, c'est bien pour Dijon et donc oui, on va y aller. Et donc vraiment une capacité de mobilisation et d'innovation. Et donc, on a une plateforme aujourd'hui à Dijon de séquençage de très, très haut niveau et on fait face. Franchement, on s'adapte à peu près à tous les niveaux de besoin et on y arrive. Donc de l'innovation. Dans les éléments, si je regarde un peu plus maintenant je pense que la crise a permis de quand même de montrer en effet l'enjeu pour l'hôpital public, c'est-à-dire quand même la charge de travail des équipes, les niveaux de rémunération. Ça faisait longtemps qu'on commençait à dire, qu'on disait au ministère, les enjeux d'évaluation des ratios en ressources humaines dans nos équipes, c'est pas les bons. Là, on peut pas aller chercher davantage d'optimisation des budgets et on a besoin de desserrer les taux et on n'était pas franchement entendu quand même. Et donc je pense que vraiment la crise a donné aussi ce levier de pouvoir mettre en valeur et en exergue des difficultés de terrain qui étaient vraiment présentes. Donc à la fois dans la charge de travail des équipes, je dis bien de toutes les équipes, c'est important vraiment pour moi de rendre compte de tout cela. Ça a mis également en exergue les différentiels de rémunération pour nos professionnels de santé au sens large par rapport aux autres pays européens et aux pays de l'OCDE. Nos professionnels de santé, on n'est franchement pas bien positionnés, vraiment très très mal positionnés. Donc c'est vrai que le Ségur de la santé, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça quand même, avec des moyens, pour partie avec un complément de rémunération sur l'année 2020, et puis maintenant un travail sur les grilles salariales de façon un peu large. Le travail est en cours et franchement c'est important si on veut avoir des carrières attractives. Et puis dans les éléments, moi je trouve également, on a mis en place des dispositifs d'appui sur le projet social. Alors on travaille, un dialogue social qui a été constant tout au long de la période et franchement, c'est une belle richesse à Dijon aussi, et de mettre des dispositifs d'appui pour les équipes. Donc, oser s'autoriser des soutiens, un accompagnement de nature un peu différente. Et je pense que ça, vraiment, je crois pas qu'on revienne en arrière. En tout cas, vraiment, ce serait particulièrement dommage. Donc voilà, je crois que cette capacité d'innovation, on dit parmi les valeurs du service public, il y a la notion d'adaptation. Je pense qu'on a montré que oui, cette valeur-là, elle était bien, en tout cas bien incarnée. Je pense qu'il y a
faut croire aussi dans cette création de richesse que représentent nos hôpitaux, nos professionnels. Et j'espère que c'est quelque chose sur lequel, au niveau du débat public, parce que ce sont des choix publics, ce sont des choix politiques, et bien qu'on aura fait progresser un peu la compréhension de pourquoi c'est important de garder un système de protection sociale dans notre pays, pourquoi c'est important de protéger nos établissements et également de travailler l'attractivité des professions de santé, parce que ce qu'on paye aussi probablement, c'est une forme de désertification. Et donc là encore, on a des défis à relever et je pense que ça fait vraiment partie des enjeux à venir et je pense que la crise le montre particulièrement. Merci pour votre retour. Vous l'avez un petit peu évoqué, mais je vous repose la question parce qu'elle est apparue dans le chat. On nous demande, donc une maman d'un infirmier en soins intensifs, comment est accompagné le personnel soignant dans cette période si particulière où vous avez bien décrit l'épuisement, mais vraiment la volonté de bien faire. Vous avez parlé d'accompagnement social, vous pouvez en dire quelques mots? Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, il y a eu vraiment un travail de renfort des équipes pour les unités Covid, les secteurs les plus mobilisés par l'accueil de patients Covid. Donc, il y a eu un énorme travail de réorganisation interne, donc important. Qui dit réorganisation interne dit évidemment changement de poste, donc travail d'accompagnement, de formation et là les compétences de notre CESU, de l'unité d'enseignement par simulation ont été mobilisées, donc pour former ce qu'on a appelé une réserve interne. Donc là, la formation, c'est un levier d'accompagnement. Je peux pas ne pas le passer sous silence. Et puis ensuite, on a un dispositif qui s'appelle un dispositif Respire. Et ce sont des propositions. Alors, il y a différentes natures de propositions, des propositions de coaching, des propositions de cocons de sieste. On a installé des cocons de sieste dans les unités de réanimation, sur le pôle urgence réanimation, donc avec de la formation à la micro-sieste. On a mis en place un dispositif dit TOP, donc avec la proposition à la demande des équipes à la fois de prise de fonction, mais aussi après les fonctions de pouvoir avoir des séances de méditation. Il y a des séances d'automassage. Donc c'est une approche un peu large. Il y a un dispositif également de mobilisation. On l'avait mis en place surtout sur la première et deuxième vague avec la CUMP de pouvoir, pour les soignants, avoir un numéro d'appel parce qu'il y a des situations vraiment, vous parliez de charge mentale, vraiment très lourde. Donc, la possibilité de pouvoir faire appel à cela. Là, on a essayé de travailler, on propose actuellement un espace éthique, en tout cas un point d'appel éthique ouvert pour les équipes médicales et paramédicales et là aussi rendre compte des situations de difficultés éthiques, de choix de prise en charge dans les unités. Donc il y a un dispositif d'appui. Et puis j'en oublie, il y a des séances de Reiki, il y a des séances de sophrologie également qui sont proposées. Donc là, il y a vraiment un panel relativement large. Et ce qui est intéressant, c'est que après la crise, on a également pris du temps, la première vague, à l'été pour rencontrer l'ensemble des responsables unités, puis faire un rétexte et ajuster le dispositif d'accompagnement sur la deuxième vague. Et là, sur le début de l'année, on a pris des temps un peu plus d'accompagnement, de rencontres avec les équipes. On a profité de la galette en respect des mesures barrières, pour aller un peu plus au contact, parce que c'est vrai que 7000 personnes, évidemment, je vois pas tout le monde, c'est pas possible, mais avec mon équipe, d'aller rencontrer les équipes, et je pense que c'était vraiment important, et puis de faire bouger les lignes quand on le pouvait. Et puis on travaille avec l'Opéra sur des propositions de mini-concerts auprès des équipes, essayer d'apporter aussi un peu d'air. Via des propositions un peu de côté, mais qui font du bien. Voilà pour. Merci. Du coup, je vous pose la même question, Madame Amiard. Comment vous avez personnellement et aussi professionnellement vécu cette crise qui s'éternise un petit peu? Bon, personnellement, je dirais que comme tout à chacun,
un petit peu de lassitude et puis de stress, mais bon, on est tous logés plus ou moins à la même enseigne, je dis bien plus ou moins. Professionnellement, c'est pas tout à fait le terme qu'il faut employer, parce que professionnellement, moi, j'ai un métier qui peut s'adapter avec des démarches, des dispositifs à distance. Donc, mais si je parle vraiment de la mutualité, je trouve que vous savez que la mutualité a quand même un panel de métiers qui sont toujours, enfin un panel de métiers toujours en relation avec le domicile, beaucoup avec le domicile. Alors évidemment, il y a les soignants, puisqu'il y a de l'HAD, il y a du SIAD, mais il y a aussi tous les autres qui sont en EHPAD, qui sont des aides à domicile. Et pour eux, je pense ce que je trouve admirable, et que Madame Baye a soulevé aussi, c'est ce don de pouvoir aller plus loin que ce qu'on pourrait imaginer et de toujours être disponible vis-à-vis des personnes, qu'elles soient âgées à domicile, qu'elles soient en situation de handicap. Je trouve qu'il y a eu un élan de solidarité énorme, vraiment énorme, que je n'aurais pas imaginé. Je trouve que ça, il faut pas l'oublier. On a eu une faculté d'adaptation et une faculté de solidarité, enfin, qui est vraiment fantastique. On l'aurait peut-être pas imaginé. On a toujours l'impression qu'on est un petit peu individualiste, chacun de notre côté. Ben non. Je pense que face à une crise comme celle-ci, on a su vraiment faire le maximum. Bon, maintenant, il a fallu quand même, là aussi, répondre aux difficultés quand même que pouvaient rencontrer tous nos salariés. Bon, vous savez que à la mutualité, il y a 4322 salariés à peu près. Enfin bon, il y en a un petit peu dans tous les domaines, mais il y a quand même beaucoup plus de femmes parce que ce sont des métiers, et ben ma foi, d'aide à domicile. Il y en a 98%. D'aide-soignante, c'est des femmes aussi, 94%. Enfin bon, des métiers médicaux, 80%, sachant que médicaux et paramédicaux, c'est bien souvent les hommes qui sont médecins et les femmes qui sont plus sur des métiers plus, on va dire, plus simples, d'un degré différent et pourtant indispensables. Parce que les uns sans les autres, on peut pas répondre aux besoins qu'il y a en période de crise et même hors période de crise d'ailleurs. Donc, je reviendrai, je suis tout à fait de l'avis de Madame Baye, parce que ce sont des métiers qui tardent bien trop, qui tardent à être reconnus et qui tardent à être valorisés. Donc, il nous faut absolument poursuivre. Et on a eu quand même, voilà, avec le Ségur de la santé, on a des petites bouffées d'oxygène. Néanmoins, je pense qu'il faut qu'on reste vigilant parce que bien des salariés sont épuisés. Et pour autant, ils continuent bravement de faire leur travail et je trouve ça magnifique. Voilà. Mais je reviendrai quand même sur… Souligner, tu parlais de solidarité, Annick, par rapport aux salariés qui sont en situation de handicap, qui travaillent dans les ESAT, les établissements de la mutualité française. Et du coup, il y a eu un appel aux militants pour maintenir l'activité, parce que ces personnes qui travaillent dans les établissements de services et d'aide par le travail ne pouvaient pas assurer leur mission pendant cette période, surtout la première vague. Et du coup, on a fait appel aux militants pour travailler, pour maintenir l'activité pendant ce temps-là. Et donc, il y a eu un bel élan au niveau de la mutualité, mais pas que des salariés qui ont du temps, des élus qui sont allés travailler, qui sont allés remplacer ceux-ci pour maintenir l'activité pendant qu'ils restaient à distance pendant quelques semaines. Voilà, ça c'était un bel exemple. Effectivement. Il y a des questions peut-être dans le chat qui peuvent s'adresser à vous deux. Ce que je voulais souligner quand même, c'est qu'il y a un fort partenariat. Il y a une question avec le CHU. Question qui ressort du chat, c'est quelle stratégie pour convaincre tous vos personnels de se faire vacciner? On a le sentiment que c'est pas si simple que ça. Alors je sais pas. Est-ce qu'il y a besoin de stratégie ou ça se fait naturellement et facilement? Madame Baye?
On est à presque 60% de nos professionnels du CHU vaccinés. Moi, je suis assez contente. Alors oui, on a. Alors d'abord, faut avoir des doses pour vacciner. Donc voilà. Donc au début janvier. Seuls les professionnels de plus de 50 ans étaient dans la cible de vaccination, donc il faut aussi s'adapter à tout cela. Et très vite, finalement, les professionnels de plus de 50 ans ont répondu présent et nous sommes à 60% de nos professionnels de plus de 50 ans vaccinés. Et ensuite, finalement, nous, à Dijon, on a plutôt été en situation de devoir contingenter la vaccination parce que nous n'avions pas assez de doses, plus que de devoir. Alors, bien sûr, il y a un travail d'information et on l'a commencé très tôt. Dès le mois de décembre, on a travaillé un webinaire, on a travaillé des sessions d'information pour les professionnels, parce que aujourd'hui, on a beaucoup parlé de l'AstraZeneca, mais moi, je me souviens bien de nos discussions au mois de novembre. Le vaccin par ARN messager, tout le monde, il y avait plein de questions autour de tout ça. Aujourd'hui, voilà, on est tous très contents d'être vaccinés avec tous ces vaccins, mais c'est normal, c'est des nouveaux vaccins et donc forcément il y a des questions autour des éventuels effets secondaires, de la surveillance, etc., etc. Donc, ce qu'on a observé, c'est que très vite, finalement, les professionnels ont répondu. On a pas mal de communication quand même. On a des sites, voilà, il y a différents cibles possibles d'accès à l'information. Ensuite, ce qui fonctionne bien, c'est quand même quand on va au plus près des professionnels. Donc, s'adapter au plus près des professionnels. À peu près toutes les modalités, soit aller à la médecine du travail, un amphi. Malheureusement, avec l'ARN messager, on peut pas complètement vacciner dans les unités parce qu'il y a quand même des conditions de conservation et puis surtout de gestion de doses. On n'a perdu aucune dose, ça c'est important. On parle beaucoup des gaspillages de doses, mais pour nous c'est important d'être optimal sur notre mobilisation des doses. Donc voilà, donc je pense que on le voit chez les aides-soignants, ASH, on voit bien quand même que certaines catégories professionnelles sont peut-être plus en crainte vis-à-vis de la vaccination. Donc il y a vraiment un travail d'accompagnement au plus près des équipes. Mais ça progresse et je pense qu'on va dépasser les 60% demain et que la semaine prochaine, donc voilà, donc ça fonctionne plutôt pas mal. Annie, du côté de la mutualité? Alors, du côté de la mutualité, en fin de compte, notre défi, nous, c'était les EHPAD, puisque il y avait un grand mouvement de vaccination des résidents. Et je peux vous assurer que dans les 18 EHPAD de la mutualité française Bourguignonne-SAM, dès fin décembre, début janvier, tous les médecins avaient travaillé, étaient prêts, et on connaissait des personnes éligibles, on avait collecté leur consentement, et sincèrement, comme le disait Madame Baye, nous étions en attente de doses, presque impatients, mais impatients pour pouvoir commencer de vacciner. Et sincèrement, dans ces EHPAD, il y a eu, je ne connais pas le taux, j'ai entendu 98% il n'y a pas très longtemps, de personnes qui étaient éligibles, j'entends. Et comme pas de perte de doses, en fin de compte, ça s'est ensuite étendu vers le personnel. Et sincèrement, je pense que on s'attendait à une difficulté qu'on n'a pas rencontrée. Je trouve que, et ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, en fait, l'être humain, il a peur, mais en fait, il agit toujours et il y a une volonté d'aller pour le mieux. Enfin, moi, je suis assez contente et je suis assez ravie de la réaction des êtres humains en général pendant cette crise. Voilà. On a parlé du partenariat entre le CHU et la mutualité, entre un établissement fonction publique et une organisation privée. De quel ordre est ce partenariat?
qui quand même, c'est un très grand projet, hein, parce qu'il est question il y a un projet de déménagement à terme, hein, de la clinique Bénigne-Joly qui fait partie de Oui, la Bourguignonne-Sam, oui, sur un nouveau site très moderne et innovant. Il est question, avant cela, il y a aussi une coopération au niveau de la prise en charge des patients Covid-19, hein. Il était question ah oui. voilà, d'aider le CHU si besoin. Madame Baye, vous pouvez en dire quelques mots et puis Annick après. Je pense qu'on peut vraiment parler à deux voix là sur ce projet-là. Alors tout d'abord, c'est vrai que alors très concrètement, tout de suite finalement, nous avons été amenés à solliciter nos collègues de la métropole dijonnaise pour pouvoir continuer à opérer des patients, par exemple des patients évidemment pour les interventions qu'on ne pouvait pas reporter. Hein, il y a eu un travail avec la clinique de bloc, ce qu'on appelle nous nos blocs déportés, hein, c'est-à-dire la clinique met à disposition ses équipes, ses équipements pour que nos chirurgiens puissent prendre en charge les patients. Donc voilà, ça c'est vraiment important. C'est pas le seul point. Il y a également des lits de médecine Covid qui sont organisés au sein de la clinique Bénigne-Joly pour bien accueillir en effet des patients que nous ne pouvons plus prendre en charge au CHU. Donc là, on est en train de le réactiver avec des lits essentiellement sur la pneumologie, mais pas que, de médecine hein, au sens large. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que donc la clinique met vraiment à disposition, les équipes de la clinique se mettent à disposition et réorganisent leur activité pour prendre en charge les patients. Puis là, vous voyez, on est en train de chercher, nous, du temps médical pour assurer la continuité des soins la nuit à la clinique Bénigne-Joly. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est très maillé et pour servir, en fait, un besoin de santé. Oui. Donc, les équipes se sont rencontrées, avec vraiment, je pense que ça s'est très bien passé et ça a été, je pense, le déclic, en effet, de ce partenariat qui est intéressant et qui commence par un projet médical et un projet médical innovant avec des axes autour de la prise en charge du patient âgé et vraiment des axes moi je trouve assez remarquable parce qu'en fait ils viennent vraiment s'appuyer sur les compétences fortes de la clinique, l'HAD, l'EHPAD, le médico-social bien sûr, médico-social qu'on retrouve au CHU, mais donc une compétence vraiment très spécifique de la clinique, la neurologie à Dijon avec un parcours au CHU, un parcours innovant de prise en charge des patients qui ont fait un infarctus ou un AVC. Et donc, on arrive en fait à mettre ensemble des compétences fortes des deux établissements pour essayer de proposer un projet, des projets assez novateurs, en particulier en gériatrie, mais c'est pas que la gériatrie, c'est en néphrologie, c'est en cancérologie, c'est sur la chirurgie également avec des interventions de nos chirurgiens pour venir consolider une activité chirurgicale sur la clinique et donc là il y a un partenariat donc un projet médical qui est en train de se finaliser et qui en effet permet de poser le socle d'un nouvel établissement qui neuf qui permettra aussi d'ouvrir, d'aller chercher des circuits très courts de prise en charge, le lien avec la médecine de ville et donc renforcer l'offre de soins pour les Dijonnais et la métropole de Dijon. Donc voilà. Et je précise également que ce travail se fait en partenariat avec nos collègues de Beaune. Hein, on travaille vraiment la complémentarité. Si on veut que ça marche, de toute façon, il y a la nécessité de comprendre les craintes de l'autre, de comprendre que chacun doit pouvoir aussi faire vivre ses propres projets. Donc, par rapport aux Beaunois qui auraient pu craindre on a objectivement un établissement qui est très moteur, très dynamique, donc on peut toujours, on le sait bien quand on intervient, la crainte que le CHU écrase un peu tout. Non, là il y a vraiment ce travail de partenariat, je crois.
Alors, je n'en dirai guère plus parce qu'en fait, à la mutualité, on est vraiment, c'est pareil. Je trouve que c'est un projet formidable et je dirais simplement que c'est, oui, un partenariat et qui est fondé en fait sur des valeurs communes au service des publics et puis un intérêt général qui est partagé et pour l'accès aux soins, pour l'accès à la prévention, pour tous. Et puis, tout simplement, je dirais le terme complémentarité. Voilà, une complémentarité entre les activités à la fois du CHU, de la clinique Bénigne-Joly, et puis des établissements de Beaune aussi, en fait, et ben voilà, pour faire un grand projet innovant et probablement sur un territoire du sud dijonnais, et ce qui permettra de pouvoir répondre avoir une réponse adaptée aux besoins de l'agglomération dijonnaise sur un site très moderne, très innovant. Enfin, un superbe projet qui nous tient vraiment à cœur. Est-ce que c'est trop m'avancer de dire que dans ce projet, il y avait peut-être l'idée d'avoir un espace destiné aux femmes à la clinique Bénigne-Joly, un espace d'accueil un peu comme sur le modèle de Citadelle à Nantes? Alors, sur ce projet d'un lieu d'accueil destiné aux femmes en situation difficile, dans cette nouvelle clinique, moi personnellement, je trouve que c'est une idée fantastique. Maintenant, je me bornerai simplement à dire que je n'ai pas d'éléments là aujourd'hui pour répondre, mais que peut-être ce projet est en réflexion aussi avec la ville de Dijon, dont je crois qu'il faut encore. C'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais en tout cas, c'est une idée très très intéressante. On compte sur notre nouvelle adjointe pour soutenir le projet. Du coup, je me permets d'enchaîner. Du coup, on a une nouvelle question dans le chat. Donc, la parole des femmes expertes dans le domaine de la santé est souvent invisibilisée, et particulièrement durant cette crise sanitaire. On le voit notamment dans les médias où les journalistes interrogent majoritairement des hommes. Oui. Comment est-ce que vous l'analysez? Bon, la question difficile, j'avoue. Oui. Je pense que c'est assez terrible, mais c'est complètement le défi quand même que la représentation de la légitimité de la compétence, elle n'est pas encore complètement acquise pour nous les femmes, quoi. Voilà, je pense qu'il y a une forme d'autorité que représente et moi je renverrai aux études là qui viennent de ressortir, qui montrent que quand les établissements, alors c'est pas uniquement d'ailleurs dans le monde de la santé, mais dans le monde de l'entreprise, quand on dirige, on n'est pas plus mauvaise que les hommes, donc on peut parler, on peut, je pense, s'exprimer, et je pense qu'on a des choses à dire et à faire vivre surtout. Voilà, mais c'est sûr que j'observe aussi beaucoup de prises de parole masculines, et puis vous avez observé que l'infectiologue parisienne elle n'a pas eu des choses forcément, des commentaires toujours très amènes, n'est-ce pas, quand elle s'exprime. Donc, ouais, c'est encore un défi à relever, ça c'est sûr. Mais je pense que, je ne sais pas qui sont vos auditrices, mais moi, je me souviens, j'étais assez jeune directrice d'hôpital. Le début de ma carrière, c'était assez net quand même, hein, la question de la place qu'on vous laisse, faut la prendre. Et dans les médias, c'est encore un peu compliqué. Et alors, voilà. Et puis, je pense qu'on peut être aussi, et ça, moi, je le dis pour moi, hein, peut-être que la mise en avant et la mise en lumière, c'est pas forcément quelque chose qu'on recherche particulièrement. En tout cas, moi, j'avoue que je suis pas non plus complètement la fan de ça. Donc, il y a peut-être ça aussi. Hein, on va peut-être moins chercher, peut-être possible aussi. Et est-ce que vous constatez qu'il y a une féminisation des postes de direction dans les CHU ou même au sein de la mutualité au niveau des postes de direction? Est-ce que vous constatez qu'il y a de plus en plus de femmes qui osent justement?
Bon, c'est encore largement perfectible. Au niveau des CHU, il y a encore. Alors, déjà, vous voyez, on est en 2021. Je suis seulement la 11e femme directrice. Enfin, j'étais la 11e femme depuis. Il y a une collègue de plus qui a été nommée à Brest. Donc, voilà, on est quand même. L'histoire des CHU, c'est 1958. Donc, ça vous donne un tout petit peu l'idée de. Et sur les postes de direction d'établissement, on voit bien, on a ce qu'on appelle des shortlists et puis ensuite des candidatures. On n'a pas encore beaucoup il n'y a pas de majorité de femmes, alors qu'on commence, mais comme en médecine, hein, c'est le même sujet. Il y a davantage de femmes maintenant qui rentrent dans les promotions des concours, hein, donc. Mais sur les postes de chef d'établissement et alors sur les postes de CHU, et c'est donc en médecine sur les postes de PUPH, c'est encore une représentation très masculine. Donc le plan égalité est encore à mettre en place. Alors, je pourrais intervenir un peu sur le thème, sur mutualité. Je pense que moi, j'ai connu la mutualité il n'y a pas si longtemps que ça. J'en avais l'impression que j'étais une jeune fille au milieu de tas d'hommes en costume noir, assez âgés. Hein. Donc, mais là, maintenant, je trouve quand même qu'il y a une grande différence. Dans les cadres, hein, je pourrais presque dire qu'il y a une parité. Presque. Et il y a une grande évolution. Il y a maintenant des jeunes femmes qui sont directrices d'EHPAD. Je pense que la directrice de Bénigne Joly, c'est une directrice. Je pense qu'on a fait d'énormes efforts. On a eu peut-être des opportunités qui font que mais il n'y a pas si longtemps, la mutualité était très, très masculine. D'ailleurs, si vous regardez des photos, c'est incroyable. C'est impressionnant. Mais non, je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait. Même si malheureusement, les petits métiers sont aussi très féminins. Notre temps imparti est presque écoulé. On a l'habitude de respecter les horaires. Ça passe très vite. On aurait envie d'échanger encore avec vous un long moment. Ce que je vous propose, c'est le petit mot de la fin, Madame Baye, Annick, et puis après de laisser la parole à Kidine Bataille pour clore cette conférence, si vous le voulez bien. Bien, merci et merci encore. J'espère qu'on a donné envie. En tout cas, peut-être porter ce témoignage que vous peut être maman, épouse, directrice générale et que ça demande d'avoir un couple aussi et un partage des tâches à la maison équilibré et que voilà que c'est possible et que je crois que voilà, c'est possible. Également, je vous remercie pour votre écoute et effectivement, tout est possible et il faut y croire et je pense qu'avec beaucoup de ténacité, il y a absolument des possibilités qui s'offrent à vous. Je pense que les femmes ont encore plein de choses à prouver et je suis particulièrement ravie de voir déjà pour la première fois à la tête de la mutualité une jeune femme et dynamique. Donc voilà, il y a plein d'espoir, il y a moyen de faire, il n'y a pas de souci. Et puis je veux souligner quand même que je suis vraiment ravie de ce partenariat avec le CHU. Voilà. Merci à vous. Alors, merci mesdames et puis merci aux auditeurs parce qu'il y a des hommes et aux auditrices. Alors, j'ai pour habitude, alors c'était très riche et j'aurais plein de questions à poser, mais je me tais volontairement pour laisser les paroles s'exprimer. Je retiens quelques mots, la notion de dépassement, de collectif, de complémentarité, de coopération territoriale entre le CHU, la clinique et la ville et la métropole de Dijon, la notion de projection vers l'avenir, c'est-à-dire, vous avez beaucoup parlé, Madame Baye, d'après-crise, à la fois pour les personnels, c'est cette capacité de se dépasser et de voir l'après. Et puis, il y a deux choses, je l'ai dit en introduction, il faut revaloriser absolument les salaires des emplois de soignants et de soignantes qui en majorité, je lisais, 87% des infirmières sont des femmes, 91% des aides-soignants sont des femmes. Ces métiers d'importance vitale et d'ordinaire invisible sont visibles aujourd'hui. Il faut absolument rendre ces métiers attractifs, vous l'avez dit,
pour les nouvelles femmes et les nouveaux hommes qui aimeraient rentrer dans ces métiers-là. Il faut revaloriser post-Covid, évidemment, ces métiers-là. Et puis, j'ai constaté, évidemment, avec vous que dès qu'on arrive aux portes du pouvoir, effectivement, quel que soit le pouvoir, là, pour le coup, voilà, l'égalité entre les femmes et les hommes, eh bien, elle n'est pas si réelle que ça, puisqu'il faut démontrer sa compétence, son autorité et prendre sa place. Donc, pour ces témoignages, je vous remercie parce que ça me conforte dans mes propos. Et puis, bien évidemment, le projet qui a été initié par vous et puis par Françoise Tenenbaum avant moi, de cet espace dédié aux femmes, peut-être dans ce beau projet de partenariat qui est le vôtre avec la métropole, eh bien, j'espère sincèrement qu'il verra le jour et que je pourrai y prendre part. Donc voilà, merci infiniment et puis à très bientôt, je le souhaite en tout cas. Bonne soirée. Merci à vous, mesdames. C'était un vrai plaisir. J'ai déjà reçu Annick Amiard pour un petit déjeuner Mutel, mais j'espère que je pourrai recevoir Madame Nadia Jvaï voilà, prochainement dans nos locaux. Ce serait une bonne idée. Alors, je vous invite à la prochaine conférence qui aura lieu le vendredi 26 mars de 9h à 10h avec Dominique Joseph, secrétaire générale de la Mutualité française, qui est aussi la présidente de Mutel et qui interviendra sur la crise sanitaire et les inégalités du genre donc durant 1 heure. Voilà, merci à toutes et tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.